Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici à nouveau réunis pour cet épisode numéro 3 où nous allons traiter à nouveau de l'information autour de l'amiante. Et je reçois Salim, le particulier un peu curieux qui pose plein de Le questions. célèbre aujourd'hui. Voilà, et qui va à nouveau me poser plein de questions aujourd'hui auxquelles je vais essayer de répondre parce que jusqu'ici il n'a pas réussi à me piéger, mais peut-être qu'aujourd'hui il va y arriver. Eh ben, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment une question piège, mais on a beaucoup parlé, de tout ce qui entoure, on va dire, le pré-diagnostic amiante. Mais maintenant, j'ai fait mon diagnostic, j'ai écouté vos conseils. Avant de faire des travaux, je suis allé, faire ce qu'il fallait et ben, malheureusement, j'ai de l'amiante et c'est confirmé chez moi. Donc qu'est-ce que j'en fais et vers qui me tourner? Alors d'abord, pas de panique, vous n'êtes pas obligé, d'aller chercher des bidons d'essence et de mettre le feu à la maison, c'est pas la peine. Il y a des façons de traiter ça de façon plus, douce. Non, de façon plus sérieuse. Donc d'abord, il va falloir choisir une entreprise de désamiantage. Alors, vous avez une possibilité qui existe, parce qu'il y a un vide juridique. Vous auriez presque la possibilité de faire le désamiantage vous-même, sauf que vous risquez d'avoir des gros ennuis avec vos voisins, avec l'environnement, et cetera. Donc je ne vous le conseille pas. Nous, on le fait parfois, on conseille à quelques particuliers, c'est-à-dire on leur amène le matériel qu'il faut et ils emballent, en fait. Par exemple, si vous avez un petit cabanon avec deux trois plaques en fibrociment, vous l'avez défait pendant le week-end, vous les avez mis sur une palette, on vous donne un peu le matériel ou on vient les emballer et on les emmène. Donc voilà, ça c'est plus, on rend service aux gens plutôt qu'on gagne de l'argent. Mais bon, voilà. Donc pour choisir une entreprise de désamiantage, vous avez bien compris que là, il y a les diagnostiqueurs qui sont certifiés. Ensuite, on a les désamianteurs qui sont également certifiés. Donc ça, la certification, elle vient d'une délégation de l'État qui passe par le COFRAC, par Calibat, par Global Conseil, par AFAC-AFNOR. Donc on a des certifications qui sont des processus qui sont longs et coûteux et qui permettent d'être certifiés désamianteurs. Et ensuite, il reste encore une autre partie de notre métier qui correspond aux préleveurs et aux laboratoires qui, eux, vont faire ou des prélèvements de matériaux que vous avez vu tout à l'heure avec le diagnostiqueur. Donc, ils traitent les prélèvements de matériaux pour voir si ça contient de l'amiante, mais ils vont également, les préleveurs, à plusieurs reprises, faire ce qu'on appelle la métrologie, c'est-à-dire ils vont venir faire des mesures d'air pour voir si dans l'air il y a de l'amiante. Donc ça, eux aussi, ce sont des gens certifiés. Autour de tous ces gens-là, vous allez trouver aussi des maîtres d'œuvre éventuellement. Donc ça peut être des architectes ou des maîtres d'œuvre qui vont vous conseiller, vous accompagner. Ça dépend de la taille des travaux que vous avez à faire. Vous pouvez très bien avoir un maître d'œuvre qui vient vous épauler sur des gros travaux. Vous avez également au milieu de tout ça, vous avez ce qu'on appelle des SPS donc, ou des CSPS, ce sont des conseillers à la sécurité. Donc quand vous avez normalement, alors ça c'est la règle qui le dit, après les particuliers souvent s'en passent, quand vous avez deux corps d'état différents sur un chantier, vous devez avoir un coordinateur de sécurité, puisque c'est lui D'accord. qui va dire à chacun quelles sont les mises en danger d'un métier et de l'autre, et qui va donc permettre de coordonner la sécurité. C'est le maître d'ouvrage ou c'est le propriétaire qui va devoir s'équiper d'un coordinateur de sécurité si nécessaire. D'accord, donc c'est à Donc, lui en de tant mettre que ça en particulier, oui, en oui, place. voilà, OK. c'est le maître d'ouvrage. Alors, je vais appeler maître d'ouvrage parce que c'est ce qu'on appelle le propriétaire est un maître d'ouvrage. Alors, vous êtes particulier, vous êtes propriétaire, vous êtes maître d'ouvrage. Vous voyez, déjà, vous prenez du galon, en fait, vous voyez. Depuis tout à l'heure, vous êtes passé de particulier à maître. Vous Maître voyez, c'est d'ouvrage, pas c'est mal c'est quand pas même. mal, ouais. On est pas mal quand même. Mais les difficultés vont aller avec. Donc, une fois que vous voulez choisir une entreprise de désamiantage, vous avez votre diagnostic. Alors, je vous rappelle que le diagnostic avant-vente n'est pas possible pour faire des travaux. Donc, il vous faudra obligatoirement, au minimum, un diagnostic avant travaux. D'accord. Sinon, avant démolition, c'est vous qui voyez, selon ce que vous voulez faire. J'ai juste une petite question, c'est est-ce que le diagnostiqueur, le désamianteur, peuvent être la même, entité ou la même Alors, personne? c'est totalement déconseillé, D'accord, voire interdit. Donc on ne peut pas être jugé partie, c'est-à-dire on ne peut pas être diagnostiqueur, être désamianteur et en même temps avoir un laboratoire ou être préleveur, parce que sinon c'est un peu trop facile. Donc l'un vient contrôler l'autre, et cetera. Donc voilà. Pour choisir une entreprise de désamiantage, j'ai mis en avant trois organismes certificateurs. Alors ça vous parle peut-être pas, mais donc pas il y du a tout. Calibat, voilà, il y a Calibat, il y a AFAC-AFNOR et Global Conseil. En fait, ces trois organismes ont une délégation d'État pour faire passer les certifications et toutes les entreprises qui sont certifiées par ces trois organismes sont publiques. C'est-à-dire qu'il y a des listes sur internet qui vous donnent la liste exacte des entreprises qui sont certifiées. D'accord. Donc vous allez sur, Calibat, vous demandez enfin vous regardez, ils ont un moteur de recherche et vous demandez, ceux qui ont une certification amiante.
Donc la certification amiante chez Calibat, elle s'appelle 1552. Mais sinon, vous mettez amiante, hein, vous allez trouver. Vous allez chez Global Conseil, vous allez chez AFAC AFNOR et vous allez récupérer des listes d'entreprises qui sont à jour en permanence, en fait. Vous ne trouverez pas de listes qui sont périmées depuis 6 mois, ça n'existe pas. Donc il y a vraiment une liste des entreprises publiques. Voilà. Donc ça, c'est la première garantie que vous vous adressez bien à une entreprise qui est certifiée. Quand vous ouvrez ensuite la certification, parce que la certification elle-même, c'est-à-dire le document, est public aussi, vous pouvez regarder quel est le niveau de certification de l'entreprise. Voilà. Ça vous apporte juste quelques informations complémentaires, mais Et au on moins peut vous êtes sûr l'évaluer? d'avoir... Comment? Est-ce qu'on peut évaluer le niveau de certification, par exemple, avoir une entreprise qui a été certifiée sur plusieurs types de sujets et plus à même, ou plutôt c'est plus recommandé d'aller voir cette entreprise plutôt qu'une Alors, autre? il n'y a pas de recommandation parce que les certifications, alors là, on va rentrer un peu dans le détail, qui est plus dans le domaine professionnel. La certification, elle est par exemple, si vous êtes niveau 2 ou niveau 3, alors là, je viens de vous perdre. Si vous êtes certifié, par exemple, pour les moyens de transport, pour la terre amiantifère, donc c'est vraiment pour des domaines qui contiennent de l'amiante très, très D'accord, spécifiques. Voilà. Donc, en général, pour les particuliers, la première certification, même le premier niveau est suffisant. Voilà. Le d'accord. premier niveau de certification, c'est-à-dire bâtiment extérieur, bâtiment intérieur, en général, ça Ce suffit. qui Voilà. correspond à mon usage finalement. Voilà, en général, Ok. dans la plupart dans 90% des cas, on est OK. Parce que ceux qui sont certifiés, par exemple, pour faire les moyens de transport, bah, c'est comme nous, par exemple, pour faire les navires. Nous, on intervient sur des navires. Ou si vous intervenez sur des wagons ou des choses comme ça, là, on est vraiment dans un domaine professionnel très spécifique et on sort du cadre du particulier. Donc voilà, donc une fois que vous avez trouvé cette entreprise, vous la contactez. Et dans les choses qu'il va falloir lui demander également, donc sa certification, mais aussi l'assurance. Parce qu'en fait, l'assurance des amiantages est obligatoire. Je vous conseille largement de vérifier que c'est bien une assurance française. On a de plus en plus de difficultés à trouver des assurances parce qu'il y a une sélection naturelle qui s'est mise en place. Et effectivement, les entreprises qui ont pignon sur rue sont encore assurées en France, ce qui est le cas d'Europe Amiante, ce qui est le cas de beaucoup de mes confrères, hein. Mais donc, je vous conseille quand même de surveiller que l'assurance est bien en France parce que si vous avez un problème d'assurance, bah, allez discuter avec les Autrichiens ou allez discuter avec les Norvégiens. Vous allez voir, ça Ouais, va bien être un peu sûr. plus compliqué en fait. Voilà, Ça va être un peu plus folklorique, effectivement. c'est ça. Et avant, effectivement, de continuer sur les autres critères, vous avez parlé d'Europe Amiante. Je pense que ça peut être intéressant de présenter finalement qui est Europe Amiante, parce que on en a parlé un peu avant, un peu après, mais pour que ça soit plus clair aussi pour ceux qui nous écoutent, parce que si aujourd'hui on est ici, c'est pas pour rien. C'est parce que on a eu l'occasion de pouvoir apprendre à vous connaître en tant qu'entreprise de désamiantage. Et est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Europe Amiante? Europe Amiante, c'est une entreprise que j'ai créée en 2008, qui est donc certifiée depuis bientôt 15 ans. C'est 70 salariés. On couvre tout le territoire français et également à l'international, puisqu'on a la chance de travailler pour des intérêts français à l'étranger, notamment des ambassades, des lycées français, la Marine nationale, enfin voilà. Et on intervient donc dans des sites à l'étranger où il n'y a pas de réglementation amiante. Donc pour vous donner une idée, on est intervenu au Pakistan, au Mexique, en Éthiopie. Là, en ce moment, on a du monde en Polynésie aussi. Ça fait rêver, mais ça fait pas Ouais, rêver du tout, le chantier. Donc voilà. Et donc 70 salariés, beaucoup de gens très, très motivés chez nous, des gens très impliqués dans leur travail. J'ai à cœur de développer dans cette entreprise une vraie présence humaine, un vrai respect des gens avec qui je travaille. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis là. C'est pour permettre aussi d'expliquer qu'on est ouvert aux particuliers, alors qu'en fait, pour rien vous cacher, Europe Amiante ne travaille quasiment pas avec des particuliers. En fait, il y a tellement peu de particuliers qui peuvent se payer nos services, et c'est pas parce que j'ai décidé d'être cher, mais vous allez comprendre dans le déroulé d'un chantier qu'en fait, c'est loin d'être anodin le coût d'un désamiantage et surtout les contraintes qu'on nous impose en termes réglementaires. Donc, ce podcast, il est fait effectivement pour faire connaître Europe Amiante, mais surtout pour montrer aux particuliers quel est le contexte dans lequel ils viennent de se placer et pourquoi il y a des désamianteurs qui sont effectivement si chers. Voilà. bah, et c'est super intéressant parce que finalement, c'est ce qui va nous permettre de comprendre à quel point bah, les conseils que vous partagez avec nous, eh ben, ils sont hyper pertinents parce que effectivement, aujourd'hui, voilà, on est sur comment choisir une entreprise de désamiantage. Là, on a quelques éléments avec Europe Amiante. Et bah, si j'ai envie d'aller plus en profondeur sur comment choisir une entreprise, on a parlé de la certification, on a parlé de l'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres critères, d'ailleurs, que doit sûrement posséder Europe Amiante, que je dois vraiment visualiser et analyser avant de choisir l'entreprise avec qui je vais Alors, contractualiser? les entreprises qui ont pignon sur rue, on est quelques-unes quand même, parce que nous, on fait partie des challengers en France. Bah déjà, voir si quelqu'un, la personne qui vous répond,
vous répond avec des informations pertinentes, maintenant que vous connaissez un peu mieux le sujet. Si cette personne vous demande quel est votre cahier des charges, par exemple, c'est important le cahier des charges, on va en parler. Et également, si vous sentez qu'il y a une réelle prise en compte de vos besoins et de vos contraintes. Ça, c'est ce qu'il y aura dans le cahier des charges, mais il faut que vous ayez des gens qui soient capables de comprendre ça. Parce que quand on s'adresse à des particuliers ou quand on travaille en ce qu'on appelle nous en milieu occupé, euh, il est aussi important d'appliquer la réglementation amiante que de faire attention aux gens qui sont là. Voilà. Et d'ailleurs, on vous Hmm. conseillera de ne pas être là. D'accord, Sujet ok. suivant. Ça, on en reparlera, mais effectivement, C'est ok. ça. Donc, on n'est pas là. Je dois sélectionner, enfin, avant d'être pas là, je sélectionne la société. Donc, effectivement, avoir des personnes qui sont susceptibles de prendre en compte mon contexte C'est en ça. fonction de la personnalisation de l'environnement dans lequel j'évolue. Et bah, finalement, c'est super clair. Maintenant, est-ce qu'on peut parler justement du cahier des charges? Qu'est-ce que je dois réclamer à cette société? Qu'est-ce que je dois établir avec elle pour avoir un désamiantage fait dans les règles de l'art? Alors, votre cahier des charges, c'est ce qui va permettre, ça va être le fil rouge pour discuter avec l'entreprise. C'est un peu comme quand vous voulez faire des travaux. C'est-à-dire, si vous décidez de changer votre parquet, alors vous voulez quoi comme parquet? Est-ce que vous serez là? Vous serez pas là? Vous le voulez bleu? C'est vous qui l'achetez? C'est l'artisan qui l'achète? En fait, il faut que vous ayez la capacité de déterminer votre cahier des charges. Déjà, est-ce qu'il y a des travaux avant? Est-ce qu'il faut casser des choses ou démonter des choses avant d'accéder à l'amiante? Je reprends l'exemple tout à l'heure des gaines techniques. Est-ce qu'il y a un coffrage autour? Est-ce qu'il faut l'enlever? Euh, Qu'est-ce que vous avez prévu après? C'est-à-dire que si par exemple on enlève votre toiture, j'imagine que vous avez prévu de la remettre la toiture. Donc le C'est mieux. couvreur, voilà, c'est mieux, si vous, à moins que ce soit avant démolition, mais bon, j'imagine que non. Du coup, vous allez avoir un couvreur qui vient derrière. Donc il faut que vous ayez un cahier des charges dans lequel vous avez imaginé le déroulé. Donc le désamianteur peut vous aider pour sa partie. Il peut également vous aider pour la partie immédiatement avant, immédiatement après. Nous, par exemple, on travaille avec des partenaires couvreurs avec qui on va pouvoir déposer, reposer dans la journée et faire ça très rapidement. Mais il peut y avoir parfois des difficultés qui font qu'on est obligé de faire l'un puis l'autre après. Donc dans ce cas, le cahier des charges, c'est est-ce qu'on est dedans, on n'est pas dedans? Est-ce que c'est un garage qui craint pas l'eau ou est-ce que c'est la maison et ça craint l'eau? Est-ce qu'on fait du bâchage, est-ce qu'on n'en fait pas? En fait, vous allez devoir déterminer la façon dont vous voulez que ça se passe. Est-ce que vous voulez être sur place? Alors c'est très très difficile d'être dans une maison dans laquelle une autre partie va être désamiantée. Parce que clairement, il y a une chose qui est absolument pas réglementaire et qui n'est pas légale. Vous ne pouvez pas vous trouver dans la pièce où on désamiante. Ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que on peut pas imaginer papy-mamie en train de regarder la télé et le désamianteur qui passe en combinaison à côté avec son masque et tout Ça, c'est que dans les films. et qui emmène son tuyau. Ça n'existe pas. Ça, c'est impossible. Donc ça, c'est pas possible. Donc on ne peut pas laisser papy-mamie devant la télé. Il va falloir les sortir, leur expliquer qu'on peut aller ailleurs regarder la télé. Donc voilà. Donc il faut parfois envisager ce qu'on appelle nous des opérations tiroirs, par exemple. Ça peut être aller à l'hôtel pendant 2 3 jours ou alors se faire héberger ou pourquoi pas mettre un bungalow. Si c'est, on le propose nous de temps en temps quand c'est sur du plus long terme, mettre un bungalow dans le jardin et puis du coup s'installer dans le bungalow le temps que les travaux se fassent. Pas que le désamiantage d'ailleurs. Donc voilà, donc il faut que vous ayez un cahier des charges. Ensuite, dans votre cahier des charges, il faut regarder si vous avez de l'eau. Si par exemple vous êtes en cours d'acquisition, vous savez que vous allez acheter cette maison mais vous habitez pas dedans encore. Est-ce qu'il y a de l'eau sur le terrain? Ça, c'est important parce qu'on va avoir besoin d'eau. En fait, il faut savoir que dans le déroulé d'un chantier de désamiantage, on travaille beaucoup à l'humide. Parce qu'en fait, je vous l'explique maintenant, mais la fibre d'amiante est plus légère que l'air, donc elle va monter, naturellement, elle va monter. C'est-à-dire que quand on va casser cette fameuse dalle de fibrociment, elle va monter, et ensuite elle va mettre 24 heures pour redescendre. Donc pour éviter tout ce cercle vicieux, on va travailler à l'humide, puisque l'eau va piéger en fait la fibre d'amiante et va la faire retomber au sol immédiatement. Donc on travaille beaucoup à l'humide. Donc est-ce que vous avez de l'eau qui est sur le terrain? Est-ce que vous avez de l'électricité? Est-ce que l'électricité convient pour les machines que les désamianteurs vont ramener? Il faut savoir que les désamianteurs utilisent quand même pas mal d'électricité. Donc voilà. Est-ce que si vous n'avez pas d'eau, est-ce qu'il vous faut un groupe électrogène? Si c'est un groupe électrogène, est-ce que vous n'avez pas des voisins à côté qui vont venir hurler au bout de 2 heures Pour parce le que ça fait bruit, trop de ouais. bruit? Vous Ouais. voyez, en fait, vous avez toute une réflexion à mener. Alors, vous pouvez la mener avec le désamianteur, hein. La question, c'est qu'est-ce que vous êtes en capacité de mettre en place et de ne pas mettre en place? Et puis, quelles sont vos contraintes? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pas? Voilà. D'accord. Donc, tout ça, c'est pour ça le cahier des charges. Moi, je vous invite à y réfléchir de votre côté, mais surtout à avoir une société de désamiantage qui puisse vous accompagner sur le cahier des charges et faire en sorte que ça vous coûte le moins cher possible. Parce En que fait, j'allais rebondir immédiatement sur ça. C'est-à-dire que finalement, le must, c'est d'avoir une société de désamiantage qui nous accompagne de A à Z. Parce que j'imagine, moi, en tant que particulier, penser à tout ça,
il y a très peu de probabilités pour que je pense à tout ce type de détails. Donc effectivement, c'est en tout cas, pour choisir la société avec laquelle on doit contractualiser, vaut mieux avoir donc une boîte qui nous accompagne sur aussi la création du cahier des Mais il charges. faut déjà au moins avoir posé ce que vous voulez en type de travaux. Voilà, ça c'est D'accord. important. Parce que si vous dites, bah tiens, je fais des amiantés, je verrai après, moi je veux bien venir vous enlever votre toiture, hein, mais si vous réfléchissez après, ça va être un peu moche pour ce qui est en dessous, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est pareil, si on vient vous enlever les enduits, parfois au lieu d'enlever les enduits, on enlève directement le BA13 qui est derrière parce que ça va plus vite. Mais on le fait que si derrière on sait que vous reposez du BA13. Si vous le reposez pas, on va pas avoir la même démarche. Voyez. Dans le désamiantage, alors on peut désamianter, mais on peut aussi, si on veut, recouvrir ou on peut encapsuler. Donc il y a également des façons de procéder qui sont peut-être un peu moins violentes, entre guillemets, que de désamianter. On peut recouvrir. Voilà. Par exemple, si vous savez que vous prenez une maison qui est un peu une vieille maison, vous savez que vous avez des travaux à faire, mais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas assez d'argent, mais vous ferez des gros travaux dans 5 à 6 ans, on peut imaginer simplement faire un recouvrement. Voilà, ça c'est possible, D'accord. sachant que le recouvrement, il n'est pas garanti, il est pas assuré, en fait. Donc ça veut dire que même si demain, quelqu'un vient percer, si par exemple vous recouvrez un sol, si quelqu'un vient percer dedans, bah, vous libérez des fibres Ouais, d'amiante. donc on Donc, revient sur la même on en problématique revient de à la même départ. problématique, voilà, à chaque fois. Mais Ok. du coup, il y a quand même des méthodes qui sont un peu moins violentes, mais elles dépendent du contexte. D'accord. Et finalement, sur ce type d'accompagnement, donc moi, je me mets aussi dans la position où, par exemple, je suis investisseur immobilier, je veux acheter un bien pour le rénover et puis le louer. Est-ce que dans la prévision de tous les travaux que je vais faire, par exemple, Europe Amiante ou en tout cas un des amianteurs peut m'accompagner dans toute la démarche de prévision de travaux, avant-après, comment je peux faire en sorte que le désamiantage s'inscrive dans cette dynamique, vraiment pour tout optimiser, etc. Ou est-ce que je dois d'abord réfléchir à ce que j'ai envie de faire en amont, un peu dans mon coin, et après parler du cahier des charges, mais seulement du désamiantage avec le désamianteur. Alors, en fait, nous, on a une porte ouverte spécifique pour les investisseurs immobiliers parce qu'on sait que souvent, ils doivent se positionner assez rapidement sur des biens immobiliers quand c'est des belles affaires. On a également, la porte ouverte, c'est quoi? C'est qu'en fait, on est capable de faire des estimations en quelques heures. Donc, avec ou sans diagnostic, en fait, on peut faire différents scénarios. On a quelques investisseurs privilégiés qui ont mon numéro de téléphone. Et en un quart d'heure, 20 minutes, on est capable de leur donner une estimation. D'accord. Donc voilà. Donc sur les investisseurs, c'est un peu différent parce que c'est pas la même démarche que les particuliers, Ouais. sauf si vous êtes un investisseur particulier. Mais quand vous êtes un investisseur, vous êtes quand même dans l'optimisation des travaux. Donc là, on est vraiment sur une démarche un peu différente de quand c'est votre habitat. Parce que votre habitat, bah, là, il faut gérer quand vous êtes là, vous n'êtes pas là, etc. Alors qu'un investisseur, si on imagine que les locaux sont vides, bien sûr, Ouais. là, c'est une autre démarche. Mais là, nous, on peut lui faire également. Alors, tous les désamianteurs ne peuvent pas le faire, mais nous, en tout cas, comme on travaille avec des partenaires premium, avec qui on a lié des très bonnes compétences, donc du coup, nous, on peut proposer quelque chose clé en main, en entier, avec tous les travaux, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais Bien vraiment, sûr. les investisseurs, pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une porte ouverte pour eux, pour qu'ils puissent très rapidement avoir une évaluation du désamiantage prévu pour se positionner. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, ça m'arrive très souvent, j'ai un grand réseau autour de moi, il y a beaucoup de gens qui m'appellent et qui me disent, voilà, je me positionne, j'ai un monsieur, par exemple, qui fait de la logistique, il se positionne sur un entrepôt de 20 000 mètres carrés, toiture amiantée, tuyaux amiantés, bah, ça change tout. 20 000 mètres carrés, Bien sûr. vous êtes sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce que ça vaut le coup pour lui ou pas? Ça change beaucoup, en fait. Hein. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Il ne faut pas jouer avec ça. Ouais, mais Donc, c'est voilà. pour ça que je me permets de poser la question, parce que finalement, quand je dis investisseur, je parle même en tant que particulier qui achète une deuxième résidence pour la louer, Oui. pour préparer la retraite. Finalement, c'est le cas de beaucoup de gens. Et donc, on en revient à ces mêmes problématiques d'accompagnement. Donc, au final, c'est super clair. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous donner les étapes d'un chantier de désamiantage? Comment ça se passe concrètement du jour 1 jusqu'au jour où, ça y est, c'est désamianté? Alors, je vais vous résumer ça en quelques mots. Vous dire qu'un chantier de désamiantage, c'est effectivement plusieurs étapes importantes. Et par contre, je vous propose d'en parler dans notre quatrième numéro de la série, dans lequel on va aborder effectivement le sujet du déroulé du chantier, savoir où est-ce que vous pouvez vous cacher pour surveiller les désamianteurs, quelles sont les protections que vous devrez apporter et comment vous en parler à votre entourage aussi, parce qu'il y a des gens autour de vous sûrement qui vont être inquiets. Donc on parle de tout ça dans le quatrième numéro. Voilà. Et puis bah, je vous remercie pour toutes vos questions. Merci à Avec plaisir. tous. Merci d'avoir suivi ce troisième numéro. Et j'espère vous voir nombreux à suivre ce quatrième épisode où Salim sera à nouveau avec moi pour poser plein de questions. Au prochain épisode.